La vente au C-level, c'est probablement la forme de vente la plus complexe, la plus délicate, mais aussi la plus aboutie que nous connaissons. Évidemment, les dirigeants contrôlent les budgets, ils peuvent décider seuls, ils peuvent même décider de lancer des projets qui n'auraient jamais dû voir le jour. Travailler avec eux donne donc accès à des affaires plus intéressantes, plus rapides, mais aussi à des plus gros potentiels de chiffre d'affaires. Sauf que pour que ça marche, il faut les convaincre. Et cet exercice ne ressemble à aucun de ceux dont les commerciaux ont l'habitude. Ça, les chiffres le prouvent, puisque selon une étude Forrester, les C-level considèrent que moins d'un rendez-vous sur 5 avec les commerciaux est intéressant. Mais qui a appris aux commerciaux à réussir ce type de rendez-vous? Comment peuvent-ils faire pour choisir et apprendre la bonne méthodologie quand la seule chose qu'on leur a dit c'est « prépare-toi bien ». Eh bien, ils ne peuvent pas. Alors, ils vont enchaîner les rendez-vous les uns après les autres et échouer encore et encore. Sauf que petit à petit, de mieux en mieux, ils finiront par y arriver et un jour, ils sauront vendre à des C-level. C'est bien, mais c'est long. Et tout le monde n'a pas le luxe du temps. En creusant dans les recherches, on se rend assez vite compte que ceux qui vendent des logiciels et de la technologie sont encore plus touchés que les autres. Et ça, Gartner l'explique et montre que 83% d'entre eux prennent leurs décisions en équipe, certes, mais que 66% de ces équipes, elles sont composées de C-level, pour 36%, et de CEO, qui sont des C-level mais qu'ils ont mis à part, pour 30%. La morale, c'est que si vous voulez vendre des logiciels et de la technologie et que vous voulez réussir, vous allez devoir maîtriser la vente au C-level. Comment peut-on leur éviter de gâcher des mois, voire des années à apprendre des leçons dont le prix et le manque à gagner des affaires perdues? Comment leur donner les bonnes fondations? C'est ce qu'on m'a demandé de faire avec vous aujourd'hui. Je suis Quentin Despa, un ancien directeur commercial et j'ai accompagné plus de 120 sociétés SaaS à augmenter leur chiffre d'affaires grâce à la vente consultative. J'ai fait des centaines de rendez-vous avec des C-level et même si ce n'était pas toujours parfait, j'ai suffisamment progressé, suffisamment gagné et fait gagner des équipes pour vous aiguiller dans cet exercice. Comme d'habitude, pour compléter mon expérience personnelle, je suis allé me renseigner via toutes ces sources. Et je suis arrivé à la fin quand même avec 108 notes de recherche. Je ne vais pas vous les donner toutes, mais le but aujourd'hui, c'est de rester dans les fondamentaux. Alors voici le programme. En partie 1, on va voir les conseils classiques que vous avez déjà entendus. En partie B, les conseils spécifiques propres à la vente C-level. Donc on parlera notamment des rendez-vous de vente, de la communication avec les C-level, de l'entrée-sortie, de comment on aborde les problèmes avec les C-level. On va voir tout ça ensemble. Pour commencer, qu'est-ce qu'un C-level? Encore un anglicisme, et avant de démarrer, j'aimerais faire ce point de vocabulaire. C-level, je l'utilise en anglais parce qu'on n'a pas vraiment d'équivalent en français. C'est les managers de haut niveau. C'est tous les gens dont le job commence par un C, puisque nos jobs aussi ont pris des tournures anglaises de plus en plus. Donc c'est les Chief quelque chose Officer, Chief Technology Officer, Chief Financial Officer, Chief Marketing Officer. Tous les gens qui sont des CX quelque chose O, on appelle ça des C-level, la C-suite, les CXO. Comme vous voulez, je vais aussi dire dirigeant dans la vidéo d'ailleurs. Les conseils classiques. Pour réussir à ces niveaux, il faut commencer par comprendre en quoi l'approche de vente, elle diffère. Parce que ça, c'est ce qui va vous permettre d'adapter votre approche et de prendre les mesures en conséquence. Sauf que pour mettre les choses en perspective, j'aimerais démarrer en listant en quoi cette vente n'est pas différente des autres ventes. On va avoir des basiques communs. Pour faire court, on retrouve ces aspects. Chercher, découvrir, comprendre précisément leurs besoins, ça va rester important. Apporter des insights et de l'expertise pour être vu comme un expert, ça reste important. Partager de l'expérience utile, présenter des histoires de réussite, c'est quelque chose que vous devez savoir faire. Globalement, ça, c'est assez drôle parce que tout le monde le sait, mais c'est rare que je le vois sur le terrain. Bon, savoir bien collaborer avec toutes les équipes, c'est important. Articuler et présenter des solutions sur mesure, adéquates et en lien avec la situation des clients, aka la personnalisation, c'est important. Gérer les imprévus, les problèmes ou les questions d'une main de maître avec calme, c'est important. Bon, évidemment, il y a aussi construire de la confiance envers vous, envers votre entreprise. Et pour finir, savoir créer une relation professionnelle agréable et sincère. Ça, c'est des fondamentaux. Mais en plus de ces clés habituelles de la vente consultative, qui est valable pour toutes ces ventes consultatives, complexes, peu importe, les commerciaux doivent maîtriser de nouvelles compétences pour vendre aussi C-level. Voyons donc ce qui change dans les attentes et les interactions. D'abord dans la gestion du rendez-vous. Au risque d'enfoncer une porte ouverte, votre préparation avant un rendez-vous avec un C-level, elle doit aller bien au-delà de ce que vous avez l'habitude de faire. Vous devez aller dans les détails parce que les dirigeants, ils ont un seuil d'intérêt, de satisfaction. La barre, elle est plus élevée que la plupart des interlocuteurs que vous avez l'habitude de traiter. C'est important de le préciser, mais je ne vais pas m'étaler là-dessus. Il y a déjà du contenu qui existe. Quelques exemples néanmoins. Lisez les articles qui vous paraissent pertinents qu'ils ont écrits, leur dernier post LinkedIn. Regardez les interventions qu'ils ont réalisées. Regardez les vidéos sur YouTube. Lisez les rapports annuels. Vous allez dans l'espace relations investisseurs sur les sites internet, vous lisez
tout le rapport. Un petit tips pour le travail de recherche, c'est d'utiliser ce qu'on appelle les recherches restrictives sur Google. C'est quand vous utilisez des guillemets autour des mots et que vous mettez dans la barre des recherches, ça va forcer Google à ne ressortir que les résultats qui ne contiennent exactement que ces mots. Ça vous fera gagner du temps et vous donner, d'après moi, les meilleures recherches. Donc, c'est recherches restrictives. Un autre type, si vous ne savez pas comment structurer votre préparation, il y a 4 topics que vous pouvez rechercher. Topic politique, topic économique, topic social et topic technologique. Oui, c'est comme un pest en marketing, mais c'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est juste de vous donner des thèmes de réflexion quand vous faites vos recherches autour de l'entreprise et que ce soit plus simple. Il y a une autre manière de chercher, c'est d'aller dans les thématiques, marché, pratiques et décisions concurrentes, toujours technologie et analyse sur sa propre entreprise. Peut-être venir avec des choses nouvelles qu'il n'aurait pas vues ou un point de vue sur l'entreprise. Évidemment, la phase nouvelle pratique du secteur sera toujours intéressante aussi à apporter dans le rendez-vous. Ce qu'il faut retenir pour finir sur cette phase préparatoire, c'est qu'elle va vous permettre de répondre majoritairement à 4 objectifs. Démontrer de l'expertise, très important, ça se prépare. Construire une relation avec eux, hyper important aussi, mais si vous arrivez avec rien dans votre sac, ça va être compliqué. Comprendre ce qu'ils peuvent potentiellement avoir en tête, c'est-à-dire commencer à défricher le terrain. Ça vous libérera de l'espace mental et vous rendra performant sur les nouvelles informations qu'ils vont vous apporter. Et puis in fine, ça va vous permettre de faire l'un de vos jobs principaux qui est d'établir si oui ou non on peut les aider et comment le présenter de manière très contextualisée. Donc ça, vous voyez, c'est une réaction en chaîne qui n'est pas possible si votre préparation, elle n'est pas à la hauteur. Sans cette étincelle, vous ne ferez pas de magie. Alors la préparation, c'est très important, mais attention, il y a un dilemme que j'aime beaucoup, qui est le dilemme de la préparation. Lorsqu'ils vendent à ces C-level, la plupart des gens, ils se retrouvent à l'un des deux extrêmes, l'un des deux opposés d'un spectre. Soit ils vont trop se préparer et arriver avec un agenda qu'ils vont absolument vouloir tenir sans laisser de place à l'imprévu, soit au contraire, ils vont laisser trop de place à l'imprévu et passer pour des commerciaux qui sont pas forcément structurés, prêts, passer à côté de beaucoup d'informations. Mais ils vont laisser de la place aux décideurs qui ont envie d'aborder certains sujets. C'est l'avantage qui vient avec ça. Dans les deux cas, c'est dangereux. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'au lieu de rédiger un plan, voilà, point par point trop précis pour la réunion, réfléchissez à ce que vous aimeriez accomplir. Vous allez vous poser la question, quelle est ma destination? Quels sont les arrêts que je dois faire avec mon prospect? Quels sont les incontournables que je dois avoir couverts? Quel point j'ai envie d'aborder? Regardez les choses avec un spectre plus large pour démarrer. Ça vous permettra d'avoir votre agenda, mais aussi de libérer de la place pour le leur, de rester flexible. Les dirigeants, ils doivent prendre des décisions chaque jour. C'est important et donc généralement ils aiment ça. Mais quand même, votre apport, ça peut les aider. Le fait que ce soit structuré, ça peut les aider. Il va être sensible parce que vous faites avancer la machine et grâce à ça, vous allez marquer des points. Donc il y a un autre sujet qui me paraît important de couvrir, c'est comment être crédible et impactant face à un C-level. Le sujet de crédibilité, il est hyper important face à ces populations. Et donc pour être sûr d'être impactant, il y a un petit exercice que vous pouvez faire avant chaque rendez-vous. Vous allez répondre à ces questions. Pourquoi est-ce que mon prospect devrait m'écouter? En quoi est-ce que je peux lui être utile pendant le rendez-vous? Comment est-ce que je peux être intéressant pour lui pendant le rendez-vous et comment est-ce que je peux avoir de l'information et des idées qui sont fiables et nouvelles. Pourquoi ces questions elles sont intéressantes? Parce que c'est exactement ces questions-là que se posent les C-level quand ils vous regardent en rendez-vous. Ils vous jaugent, ils vous évaluent sur ces critères et donc si à l'avance vous vous les posez à vous-même et vous y répondez sincèrement, vous allez arriver avec des armes pour réussir. Ce que vous voulez évidemment, c'est que le résultat de cette évaluation, ce soit l'établissement de confiance envers vous et d'un respect professionnel. Vous voulez être pris au sérieux et mériter votre place à la table des C-level. C'est ce que le Rain Group appelle le gravitas. Le gravitas, c'est une qualité qu'on va donner à une personne qui a une présence imposante, respectée. C'est souvent quelque chose qui est associé à la maturité, à la crédibilité et à la capacité, ça c'est important, à influencer les autres. Autre sujet, c'est qu'il faut être impactant rapidement en restant clair et concis. En participant à une réunion avec un C-level, avec un dirigeant, attendez-vous à avoir moins de temps que d'habitude, mais aussi à ce qu'il y ait plus d'intensité. L'un des principes fondamentaux qui vient avec ça, c'est la concision. C'est vrai que de manière générale, les vendeurs ils réussissent toujours mieux quand de base ils sont concis et clairs. C'est vrai pour tout le monde. Mais avec les dirigeants, c'est encore plus vrai. Donc c'est quelque chose qui se travaille. Même si chaque décideur a ses préférences, même si chacun peut être plus ou moins direct ou avoir envie de passer plus de temps ou moins sur les relations humaines, ce qu'il faut que vous disiez, c'est que de manière macro, statistiquement, il y a plus de chances que leur tolérance pour les digressions et le désordre, elle soit limitée. Du coup, clarté et brièveté sont de mise. Grâce à tout ça, vous devez être capable d'apporter plus de valeur que d'habitude et de réfléchir aux détails qui feront la différence et que vous allez pouvoir mettre sur la table pendant le rendez-vous. Parce que si vous ne le faites pas, vos concurrents le feront.
Et d'ailleurs, hein, de manière générale, en parlant de ça, si vous ne faites pas bonne impression durant le premier rendez-vous, sachez qu'il n'y aura pas de second rendez-vous. Alors, pendant le rendez-vous maintenant, comment traduire ces changements de comportement pendant le rendez-vous? Déjà au début de la réunion, ce qui est important, ça va être d'être bref. Dans les 2 ou 3 premières minutes de conversation, le C-level, il va comprendre s'il a envie d'aller vite avec vous ou loin, ou s'il va vite abandonner. Donc allez droit au but. Vous serez jugé sur vos premiers mots, mais aussi sur votre style vestimentaire, votre intonation. Il y a tout qui compte, même si ça vous paraît un petit peu désuet, je peux vous assurer que c'est vrai. Ce qui est aussi possible sur ce début de rendez-vous, c'est que le C-level, il se souvient plus vraiment de pourquoi il a accepté de vous rencontrer. C'est assez tentant de se dire que il est à haut niveau, il s'est préparé, il connaît le sujet. Mais en fait, c'est pas toujours le cas. Je pense qu'il ne faut pas le prendre personnellement. Perdez pas de temps à vous rendre compte plus tard qu'il n'est pas au courant. Commencez par un rapide récapitulatif. Pourquoi on se parle, ce qui s'est passé. Ça peut être bien aussi de préparer une diapo, une slide qui rappelle l'historique des conversations, peut-être avec d'autres départements, si jamais il y a eu un avant rendez-vous. Ça aide le C-level à se repositionner dans ce qui s'est passé, à avoir du contexte. Et vous n'êtes pas à la peine de perdre votre temps en disant « Ah, vous êtes au courant, vous savez pas, etc. etc. » Vous arrivez et vous racontez pourquoi vous êtes là et l'historique des conversations avec l'entreprise. Donc très tôt dans la conversation, à un moment donné, vous allez dire « Ok, très bien, j'aimerais démarrer par un bref rappel de la situation en 3 points, le bilan, les résultats et l'étude qui a été faite. » Par exemple, ça dépend de vos 3 points, mais 3 points, c'est bien, c'est équilibré, souvent on arrive à faire quelque chose de cohérent. Vous mettez tout ça sur la même slide et vous y allez. Pendant la réunion maintenant, vous êtes là pour fournir des informations qui sont précieuses et aider la personne qui est en face de vous à atteindre ses objectifs. Ça veut dire que d'un côté, vous allez devoir questionner, mais d'un autre, vous allez aussi devoir dire. Il faut bien jauger entre les deux, là ça va être important. Vous ne devez pas être là que pour prendre de l'information au C-level et attendre de vous diriger en fonction de ce qu'il va dire. Il faut aussi que vous sachiez poser un discours, poser une compétence, une expertise, un point de vue. C'est important. Aussi, au fur et à mesure que vous avancez dans la discussion, vous allez mieux comprendre les problèmes de la personne. C'est hyper important, à un moment donné, de restituer l'intégralité de ces problèmes dans des points simples. Donc, essayez de créer des catégories. Vous avez 10 types de problèmes ou 10 mini-sujets de conversation que vous avez eus. Ces 10, j'aimerais que vous les transformiez en 2 ou 3 catégories cohérentes que vous allez nommer et que vous allez restituer à votre C-level. À un moment donné dans la conversation, vous allez devoir donc récapituler. Là, vous allez faire « Ok, très bien, monsieur le C-level. À ce stade de la conversation, j'ai l'impression qu'il y a 3 sujets majeurs qui vous animent. Le premier, c'est celui de la rétention des talents. Vous m'avez dit 1, 7 et 10. Le deuxième, c'est la productivité des équipes. Vous m'avez dit 4, 8 et 1. Et le troisième, et blablabla. Pour faire ça, il faut que vous preniez des notes et que vous soyez aussi capable de réfléchir au libellé de ces catégories. C'est important, ça va montrer que d'un côté, vous avez un esprit d'analyse, ça va montrer que vous avez bien écouté, ça va montrer aussi que vous avez un esprit de synthèse. Et ça, c'est important dans ce type de poste, vous serez reconnu pour ça, donc faites cette petite gymnastique quand vous êtes en rendez-vous. Pour vous aussi, ça vous permet de diriger la discussion, parce qu'une fois que vous avez ces topics, vous allez pouvoir rajouter une question en disant « Monsieur le prospect, sur ces 3 topics, lequel est le plus important pour vous ?» Ça va vous permettre de focaliser la discussion et de voir s'il répond du tac au tac, et c'est évident, voir s'il y va un petit peu à tâtons, ou qu'il en rajoute un. Et là, c'est intéressant, parce qu'il s'approprie ce que vous êtes en train de faire, et en se l'appropriant, il l'adopte, et vous êtes reposé là sur quelque chose de solide, parce que ça vient de lui. Et ça, c'est génial. Bon, évidemment, à la fin du rendez-vous, vous allez le remercier pour ses idées, ses retours, son temps. Vous allez montrer que vous appréciez ça et que vous savez ce que ça veut dire. Après la réunion, maintenant, je vais aller très vite. Vous résumez les points forts, vous identifiez tout de suite les prochaines étapes, vous envoyez un mail en moins de 24 heures pour faire avancer les choses. Même si ce qu'on a dit pendant la réunion, c'est qu'on ne va pas avancer, vous faites cet email. Bonjour monsieur, madame, merci pour la teneur de discussion, je retiens A, B et C. Et ce que je vous propose pour aller de l'avant, c'est de faire 1, 2 et 3 avec une deadline 7, 8 et 9. Les responsables seront Jean, Marie et Max, par exemple. Faites quelque chose de concis, de bref, mais de clair surtout. On va le revoir tout à l'heure, mais c'est pas la peine d'en faire des caisses avec des profils comme ça. Dans la relation avec un C-level, dans le rendez-vous que vous allez avoir avec lui, la customisation, ça va être un point clé, et ça tout au long de la relation. Donc il faut que vous vous prépariez, sinon vous pouvez pas le faire. Il faut que vous écoutiez, il faut que vous ayez de la méthode. Certes, tous les rendez-vous de vente doivent être personnalisés, mais avec eux, c'est encore plus vrai. Il faut que vous poussiez le curseur vraiment plus loin. Tout doit être pensé pour le décideur et son entreprise. On a parlé d'avoir de l'impact. Maintenant, comment intéresser un C-level? Qu'est-ce qui intéresse un C-level en général? Pour avoir une conversation intéressante avec eux, je pense que c'est hyper important de passer d'une mentalité tactique, c'est-à-dire qu'on va discuter des fonctionnalités du produit, des opérations très précises, à une mentalité et un discours stratégique qui est plus global. Donc ce qu'il faut que vous fassiez, c'est changer d'altitude. Parler aux décideurs des problèmes de décideurs. Vous devez voler à la même altitude qu'eux. Il faut parler des sujets stratégiques, pas opérationnels, j'ai dit tout à l'heure. Il faut avoir une vision d'ensemble. Ce qui est important aussi avec ces profils, c'est de rester confiant et d'être posé dans votre discours. C'est pas la peine d'aller à fond, de parler très vite, de parler très fort, etc.
soyez calme, vous êtes en maîtrise, tout va bien, vous dégagez quelque chose, ça lui envoie le signal que vous êtes compétent, que vous êtes capable de gérer des situations de pression et ça, il va le valoriser aussi. Je vous ai confiance serein, ça veut dire que vous n'en faites pas trop non plus, c'est pas la peine d'avoir un excès de confiance, vous arrivez, vous savez tout, vous avez la solution au problème. Non, parce que la réalité, c'est que vous n'en savez rien tant que vous ne l'avez pas écouté. Je répète, ne faites pas l'erreur de parler opérationnel parce que sinon vous serez relégué à des interlocuteurs opérationnels, c'est-à-dire plus bas dans la hiérarchie, placé au mieux, et au pire, vous allez être ignoré. On ne va plus jamais vous appeler, le deal il est fini. Une deuxième chose pour intéresser ces C-level, c'est de se concentrer sur le résultat, le ROI. La question qu'il faut se poser, c'est quel résultat business pouvez-vous aider le C-level à résoudre et à quel niveau? Avec quels résultats? Les résultats, ça fait partie des choses qui comptent le plus pour les C-level. Ils attendent de votre part des cas les plus héroïstes possibles, qui soient spécifiques, mais aussi raisonnables. C'est pas la peine d'inventer des chiffres qui sortent de nulle part, ils vont le sentir. Donc, soyez le plus conservateur possible dans vos approches. Il faut que ce soit raisonnable. Si vous faites des cas complètement hallucinants, il va pas y croire. Donc, c'est important de rester conservateur quand même quand vous faites vos cas de ROI. Je vous disais d'être conservateur, c'est-à-dire que c'est aussi bien d'avoir un œil sur les risques associés au projet et d'en parler. Mettez les pieds dans le plat. Vous avez des risques, mais comme vous êtes malin, vous allez aussi parler de la manière dont vous contournerez ces risques. Pensez à parler des risques et la manière dont vous allez les gérer. Ça dit de vous que vous avez pensé à tout, que vous avez de l'expérience, mais aussi que vous n'êtes pas naïf. Et ça, c'est important. Alors, les cas héroïstes et les cas clients comparables, c'est nécessaire. C'est nécessaire pour qu'ils se projettent, pour qu'ils s'identifient, mais c'est pas suffisant. Il va falloir aussi quantifier l'impact. Il faut quantifier le bon impact sur le bon métrique, les métriques qui va valoriser. C'est pas la peine de parler d'un impact sur quelque chose qui ne cherche pas à améliorer. Donc, à un moment donné, il va falloir lui poser la question, quels sont les KPI les plus importants que vous cherchez à améliorer? Sinon, ça ne marche pas. Troisième chose importante pour intéresser un décideur, c'est d'être clair sur votre USP, votre différenciateur. Qu'est-ce qui vous rend unique, vous, votre entreprise, votre solution? Il faut que ce soit clair pour lui et que vous le disiez. Vous devez dire clairement ce qui vous rend unique, mais attention, vous devez dire clairement aussi ce qui vous rend similaire, les basiques qu'il faut avoir, répétez-les. Une quatrième chose, et on en parle moins de celle-ci, elle paraît importante, vous l'avez déjà entendu, c'est sûr, c'est la facilité de collaborer avec vous. Ça va intéresser un décideur. Est-ce que son organisation, elle va travailler simplement avec vous? Est-ce que vous partagez une culture commune? Est-ce que les personnes qui vont participer au projet, c'est des gens qui sont professionnels, où on va s'assurer que le projet se passe bien? On ne veut pas qu'il y ait de problèmes humains, en plus des problèmes technologiques qui sont liés à la vente de logiciels parfois. Donc globalement, les C-level, ils veulent pas plus de problèmes que ce qu'ils ont déjà, ils cherchent des partenaires avec qui c'est facile de travailler. La question, ça va donc être, est-ce qu'humainement, vous êtes un ajout à son entreprise? Est-ce que vous êtes capable de faire ce que vous dites et de bien vous entendre avec leurs équipes? Ça, vous devez en parler et vous devez le prouver. Ok, donc changez d'altitude, concentrez-vous sur les résultats, le ROI, montrez en quoi vous êtes similaire, mais surtout en quoi vous êtes différent. Et pour finir, montrez à quel point c'est facile et agréable de travailler avec vous. En plus de ça, vous pouvez ajouter ce qu'on a déjà vu, c'est-à-dire être clair et concis, parler simplement, savoir synthétiser les choses, avoir des cas héroïstes et des histoires de succès, leur apprendre des choses et leur donner des chiffres. Il y a un autre topic qu'on n'a pas encore abordé et qui est important, c'est votre communication avec les C-level. La communication avec les C-level, c'est compliqué parce qu'ils sont pressés et en même temps, ils veulent beaucoup de valeur. Et avec eux, il faut quand même retenir que une seule phrase, ça peut mettre à mal la relation, comme ça peut complètement la transformer. C'est sûr que du coup, il y a un petit peu de pression et c'est donc légitime de se demander comment communiquer efficacement avec eux. Le concept clé qu'il faut maîtriser ici, c'est la communication top-down, dont je vous ai fait une vidéo que je vous mets dans la description. Ça, c'est important d'avoir toujours en tête. La communication top-down, ça nous vient des cabinets de conseil, majoritairement, notamment McKinsey, via le concept de Pyramid Principle. Il y a un livre de Barbara Minto qui est vraiment top. Je répète, j'ai fait une vidéo là-dessus, donc allez la regarder, je vous la mets là. En deux mots, la communication top-down, ce que ça dit, je vous conseille vraiment d'aller voir la vidéo pour comprendre la méthode, c'est que dans vos présentations, vos emails, vos propositions commerciales, vos réunions, vous allez toujours commencer par la fin et exprimer vos idées en les hiérarchisant, en les classant et toujours en commençant du coup par la conclusion, par la fin. C'est hyper important. Et c'est exactement comme ça qu'on reste clair et concis. Ça, c'est typique des communications avec les C-level. C'est des personnes pour qui le temps, c'est la ressource principale, donc il faut donner beaucoup d'infos en peu de temps et que ce soit clair. Faut pas qu'on ait à réfléchir. Ils ont beaucoup de responsabilités, beaucoup de choix à faire tous les jours. Leur temps, c'est leur ressource principale pour relever leur challenge. Quand vous avez l'opportunité d'avoir un créneau avec eux, il faut être à la hauteur. Donc si vous prenez tout ce que je viens de vous dire sur la communication top-down et que vous allez voir la vidéo, allez vraiment la voir, et que vous y ajoutez les conseils que je vous ai donnés pour les intéresser, vous allez réussir avec les C-level, beaucoup mieux. J'aimerais faire une petite aparté sur les icebreakers, les débuts de réunion, là on veut un peu connecter avec la personne. Je vais être franc, pour la plupart, ce sera un soulagement si vous évitez les banalités habituelles. Ils vont préférer que vous alliez droit au but de la réunion plutôt que de faire un icebreaker qui est bateau. Il y a quand même un moyen d'établir un peu de crédibilité et de lien en début de rendez-vous avec les C-level, mais c'est plutôt en utilisant des recherches ou des actus sur leur entreprise, sur le marché, et que vous allez leur demander de réagir à ça.
ça peut vous aider. Si vous n'êtes pas à l'aise, sincèrement, ne le faites pas. Mais si vous êtes à l'aise et que vous avez une vraie question qui vous intéresse, et c'est comme ça que ça va marcher, ce sera une bonne manière de démarrer sans rentrer directement dans le vif du sujet. Et en réalité, il y en a qui vont trouver ça même plutôt sympathique. Donc vous gagnez au change. Dans la communication, il y a autre chose qui est important avec les C-level, c'est de leur parler comme à des personnes normales. Quand on parle avec un C-level, c'est tout à fait normal de ressentir une certaine nervosité. Mais c'est hyper important que vous vous concentriez sur la personne plutôt que sur son titre. Séparez les deux. C'est les mêmes personnes que nous, elles ont aussi des objectifs, des préoccupations, des familles, des loisirs. C'est des humains, donc parlez-leur comme à des humains. D'ailleurs, souvent dans la journée, il y a plein de gens qui ont essayé de faire des ronds de jambes avec eux, de leur parler d'une certaine manière, de leur donner des traitements de faveur. Si vous leur parlez normalement, ils vont d'autant plus s'apprécier, puis surtout, ils vont voir que vous avez l'habitude. Et ça, c'est bon pour vous. Alors quand même, avant de leur faire une tape sur l'épaule et d'avoir un ton trop amical avec eux, faites attention, comprenez leur style de communication, soyez conservateurs et précautionneux. Maintenant, généralement, il y a une question qui arrive souvent, c'est qu'est-ce que je peux faire si ça me stresse vraiment trop de parler avec un dirigeant? Je donne des conseils, ça vaut ce que ça vaut, mais première chose, rappelez-vous que vous avez de l'expertise, que vous savez des choses et que vous pouvez lui en apprendre si vous êtes bien préparé. Deuxième chose, dites-vous que s'il a accepté le rendez-vous, c'est qu'il a trouvé quelque chose chez vous, il a trouvé un intérêt pour lequel il estime que vous pourriez l'aider. Et donc ça vous met en position de force. C'est plutôt rassurant. Troisième chose, si vous êtes stressé, sachez que bien vous préparer, ça va vous rassurer, ça va vraiment vous aider. Donc meilleure sera votre préparation, plus votre stress va baisser. Et pour finir, évidemment, je dirais que c'est normal si certaines personnes ressentent du stress à parler avec les C-level. C'est une habitude à prendre. Et puis un jour, vous vous rendez compte qu'effectivement, c'est des humains comme les autres et qu'il n'y a rien de particulier, mis à part les aspects qu'on a vus ensemble, mais qui ne sont pas des aspects humains, je dirais. Donc si vous êtes en panne d'inspiration, j'ai quelques exemples ici de questions à poser à des C-level. Bon, évidemment, vous commencez par éviter tout ce qui est les questions de banalité, des réponses que vous auriez pu trouver par vous-même, ou des choses très clichés comme « Monsieur le prospect, qu'est-ce qui vous empêche de dormir la nuit ?» Ça, vous évitez. Une autre erreur, c'est de poser trop de questions de situation, de poser des questions qui vous aideraient à construire un argumentaire ou des choses où on sent vraiment que vous essayez de construire quelque chose, de biaiser le prospect. Le décideur, il va s'en rendre compte, ça va pas lui plaire, il va peut-être y répondre, mais au bout d'un moment, il va se lasser. Donc n'allez pas dans cette direction non plus. On veut des conversations stratégiques, on veut des choses qui les intéressent, je le répète. Des questions simples de base, ça va être contenu du changement XYZ dans telle industrie, comment envisagez-vous de maintenir votre avantage concurrentiel qui est ABC? Vous allez le qualifier, soyez spécifique, donnez du contexte, c'est ça le secret. Autrement, vous pouvez dire, votre rapport annuel indique que vous positionnez votre entreprise différemment pour les 3 prochaines années, de telle et telle manière, en termes de ABC. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez pris cette décision? Est-ce que vous pensez que ça va vous apporter? Après, il y a des questions de clarification. Soyez pas gênés à demander des précisions. Par exemple, est-ce que vous pourriez répéter tel aspect pour que je sois sûr de comprendre? Ou quel autre défi, tel problème ça vous pose? Écoutez, monsieur le prospect, je suis pas sûr, mais pour bien clarifier, pourquoi est-ce que c'est important pour vous de travailler sur ce sujet maintenant? En posant ces questions, en clarifiant, en allant plus loin, faites pas semblant de comprendre, vous allez montrer que vous les comprenez, vous savez où vous allez, vous êtes capable d'avoir une discussion stratégique, profonde, et ça va leur plaire. Et vous, ça va vous permettre derrière de construire des solutions qui sont adaptées à leurs vrais besoins, parce qu'ils vont se livrer. Et ça, c'est exactement ce que vous voulez. Toujours dans la communication, il faut que vous sachiez soigner, mais que vous sachiez aussi piquer. On est souvent d'accord pour dire que les vendeurs doivent écouter 70% du temps à peu près et parler 30% du temps. C'est vrai, dans la plupart des cas, mais quand vous asseyez devant un C-level, vous devez apporter de la valeur et donc vous devez aussi savoir parler. Ils s'attendent pas seulement à ce que vous posiez des questions et qu'ils répondent et que ensuite lui vous pose des questions et que vous répondiez sur votre produit des informations de base. Il faut que vous puissiez partager une expérience, des chiffres, quelque chose qu'il n'aurait pas trouvé ailleurs. Gardez ça en tête, mais apporter des idées nouvelles, poser parfois des questions qui dérangent, raconter des histoires ou apporter des suggestions ou faire émerger des scénarios qui sont un peu intelligents, ça va aider, ça va piquer. C'est ça le piquer. Quand je dis soigner, piquer, c'est se dire tiens, j'avais jamais vu les choses comme ça. Ou dire je m'étais jamais posé cette question. Ou encore quand vous entendez ça, c'est une bonne question. Vous voyez? Ça, c'est le piquer. Le soigner, c'est quand on écoute, ah oui, c'est difficile et combien de fois ça... C'est plutôt quand on est dans l'analyse. Donc dans le soigner, on va choyer le prospect et dans le piquer, on va lui apporter quelque chose, on va le remuer, on va remuer un petit peu ses neurones. Il faut donc que vous sachiez soigner et que vous sachiez piquer. Un dernier conseil sur votre choix de communication avec les C-level, et je peux pas partir sans donner celui-là, c'est évidemment de toujours parler des bénéfices. Ok, ça on l'a, mais de parler aussi des risques, gestion des risques. Il faut savoir parler des risques avec les C-level parce que déjà plus les entreprises sont grosses, plus la gestion du risque, ça devient prioritaire sur le fait d'avoir de la croissance par exemple. Et que même les humains, psychologiquement, ils sont souvent plus intéressés par l'évitement des risques que par l'obtention des bénéfices. Ça s'appelle
l'aversion à la perte. L'aversion à la perte, c'est un concept psychologique qu'on voit aussi en économie d'ailleurs. Ça explique que les pertes, elles ont un impact émotionnel plus fort sur les individus que les gains de même ampleur. Autrement dit, perdre 10 €, c'est un impact psychologique plus fort que gagner 10 €. Et ça explique pourquoi c'est important que vous sachiez parler des risques et de la manière dont vous allez les traiter. Et je répète, encore une fois, plus l'entreprise elle est grosse, plus son point de concentration principal, ça va être de se battre pour conserver ses positions d'abord et ensuite elles vont chercher à grandir. Le 5e concept de communication qui est important avec les C-level, c'est l'entrée et la sortie, un but et une next step. Ayez un but clair pour chacune de vos conversations avec eux. Ayez aussi toujours des next steps à annoncer à la fin. Généralement, quand on est commercial sur les next steps, il y a 3 possibilités. Soit on fait rien, on n'y va pas. Soit on dit au client, voici ce que sont les next steps. Soit on demande au client, ah mais qu'est-ce que vous souhaitez faire? Vous suggérez vous-même. Avec les dirigeants, l'idéal, c'est de combiner l'étape 2 et 3. Eux, évidemment, c'est leur métier de prendre des décisions. Ils sont très compétents pour ça, il n'y a pas de sujet. Mais ils apprécient aussi les gens qui savent en prendre et qui savent aller de l'avant. Du coup, il faut ouvrir un espace pour écouter leurs décisions et ce qu'ils ont envie de faire. C'est quand vous les laissez proposer les next steps, mais il faut aussi montrer que vous savez où est-ce que vous voulez aller. Et ce qui est intéressant à ce moment-là, c'est que 1, ils auront fait un choix, ils se seront investis eux-mêmes dans ce choix, donc forcément c'est une bonne idée. Mais 2, quand vous allez proposer quelque chose, potentiellement, ils vont le modifier. Et en le modifiant, ils se l'approprient, et en se l'appropriant, ils l'adoptent. C'est-à-dire qu'il y a plus de chances qu'ils soient engagés autour de ce nouveau choix qui se seront appropriés. Pourquoi je vous dis ça? Parce que parfois on se vexe. Le C-level il dit ah mais non, on va pas faire ça, on va plutôt faire ça. Il est en train de retourner complètement votre idée et d'en faire autre chose. Et parfois il y a des commerciaux qui se vexent face à ça. Mais pas du tout. Quand on a un C-level qui s'approprie, qui transforme ce que vous faites, je redis le mot, du coup il se l'approprie et s'il se l'approprie, il l'adopte et vous avez plus de chances que ça aille au bout. Il y a une phrase en anglais que je répète toujours aux commerciaux qui est When they change it, they own it. Lorsqu'ils changent la chose, ils se l'approprient et quand sera venu le temps de passer à l'étape suivante, leur engagement sera d'autant plus fort. À noter quand même, c'est que ces choses, elles peuvent être valables pour n'importe quel type d'interlocuteur. Tout ce que je vous ai dit sur les C-level, ça peut aussi marcher avec les autres, mais ce qui est important avec les C-level, c'est que si vous l'avez pas, vous n'avez pas de chance d'y arriver. Alors qu'avec les autres, sans l'avoir, vous pouvez quand même y arriver. Dans un cas, la condition, elle est nécessaire, mais pas suffisante d'ailleurs. Et dans l'autre cas, elle peut être suffisante, mais elle n'est pas nécessaire. Et ça, c'est une précision qui a son poids. Donc, quand on est commercial, c'est tout à fait normal d'être stressé, d'être anxieux à l'idée de discuter avec un C-level. On est moins confiant à cette idée-là. Et donc, ces commerciaux, ils peuvent regarder cette vidéo, vous pouvez leur envoyer pour qu'ils s'entraînent parce que ça peut les aider à réussir cet exercice qui est effectivement est anxiogène. Vendre à des C-level, c'est l'un des exercices les plus périlleux qu'il est donné de faire à un commercial, mais c'est aussi passionnant et enrichissant. C'est une chance pour vous de repousser vos limites et de revoir la manière dont vous vous vendez. Ces opportunités sont parfois rares, mais elles peuvent faire ou défaire le cours de vos affaires, alors il faut y mettre les ressources nécessaires pour réussir. Pour compléter cette vidéo, allez voir ma vidéo sur comment parler comme un consultant avec la communication top-down de Barbara Minto, qui est une ancienne du cabinet de conseil McKinsey, parce qu'en appliquant ces principes que je vous ai partagés aujourd'hui et de la vidéo, vous allez mieux vendre au C-level. J'espère que dans cette vidéo, vous allez trouver des moyens concrets de mieux aborder vos rendez-vous avec les C-level. Comme d'habitude, je vous souhaite d'excellentes ventes et je vous dis à bientôt.